Merci à toutes et à tous d'être là. Déjà, je voudrais commencer par dire que ça fait plaisir de vous voir tous les trois. C'est pas si évident que ça, mais il y a quelques années encore, les postes pour représenter la diversité étaient tenus par des hommes blancs. Aujourd'hui, nous avons trois visages issus de diverses diversités qui nous représentent dans les institutions. En amont, lors de discussion, on a souvent parlé de comment on fait on peut contribuer au changement. Et on s'est posé la question de savoir est-ce qu'il fallait être à l'intérieur du système ou en dehors du système pour changer le changement. C'est un autre débat, on en reviendra par rapport à ça. Mais aujourd'hui, on voudrait vous entendre particulièrement sur par rapport à vos institutions, parce que justement, je pense que les institutions doivent faire partie de la solution. Donc, vous, dans vos institutions respectives, qu'est-ce que vous promouvez, qu'est-ce que vous mettez en place pour que justement ces barrières, elles tombent, ces barrières à l'entrée en fait, pour nombre d'entre nous, d'entre les jeunes qui sont là, puissent tomber. Qui veut commencer ou je désigne quelqu'un? Bonjour. Donc, ça commence, 3 minutes, c'est ça? 3 minutes top chrono. OK, parfait. Donc, la question est sur les barrières, non? C'est ça. Puis, bon, avant de rentrer à ça, je veux juste full disclosure. Bon, j'étais pendant 20 ans producteur moi-même, donc j'étais dans la position comme vous de m'essayer, de trouver l'argent. Donc, je rentre dans les systèmes un peu avec cette bagage et je dirais que des barrières, c'est vraiment juste... Commençons par quelque chose. C'est un système quand même difficile. Le financement en général, trouver notre espace dans les milieux audiovisuels est difficile en général. Donc, j'ai travaillé pendant 20 ans. J'ai une maison de production, 2, 3 maisons de production différentes. J'ai essayé, j'ai réussi des fois, j'ai raté souvent. Et c'était difficile, mais quand même, j'ai arrivé quand même à survivre, disons, dans ce système-là, en sachant qu'il avait des barrières, je dirais, parfois culturelles. Moi, je suis une immigrante, première génération. J'arrivais quand j'avais 21 ans. J'ai un accent, j'ai appris le français ici. Donc, au début, c'était comme, je sentais des barrières juste quasiment culturelles, linguistiques importantes. Donc, comment faire comprendre à quelqu'un qu'une histoire qui ça se passe ailleurs ou avec des gens qui ne sont pas les habituels qu'on voit dans les écrans va être intéressant pour un public d'ici, québécois ou canadien. Ça m'a mené souvent à des longues discussions quasiment bizarres, non, d'expliquer des choses de base sur le monde. Et souvent, c'était parce que je n'avais pas des interlocuteurs qui comprenaient, qui étaient même intéressés. Souvent, la question que j'ai recevais, c'était, mais c'est quoi l'intérêt, toi? Pourquoi ça va être intéressant pour un public d'ici? Donc, il faut décortiquer ça. C'est qui le public? De qui on parle? Quel public? Et c'est là qu'on commence à découvrir un peu la question, les limitations dans ce système-là. Quand il y a un peu une fantasme de c'est qui ce public-là, puis qu'est-ce qui consomme cette public. Donc, je rentre au Fonds des médias il y a 2 ans et plus, en 2020. Donc, comme on a dit avant, juste après l'été 2020, qu'on a, j'imagine, sûrement parlé beaucoup ici. Et pour trouver des solutions à quelque chose qui était évident, mais moins évident. Premièrement, on ne savait pas l'ampleur, on n'avait pas des chiffres. Même les fonds des médias qui, disons, un peu connus dans l'industrie pour avoir beaucoup de chiffres, beaucoup de statistiques, on n'avait même pas un portrait de l'envergure du problème. Donc, oui, les gens se plaignaient, et on savait de façon informelle. Et je dirais surtout au Québec, c'était beaucoup de... on n'avait pas des organismes à ce moment-là importants qui avaient fait vraiment les études à fond, de voir les problèmes. C'est tranquillement, depuis vraiment récemment, qu'on commence à s'interroger puis à voir les problèmes de face. Pourquoi c'est si difficile de rentrer dans notre système audiovisuel? Encore là, pour ceux qui ne savent pas, bon, le Fonds des médias finance notamment du contenu qui va passer par la télé. On a aussi du financement dans ce qu'on appelle expérimental, donc jeux vidéo, médias interactifs, etc. Mais disons que 80% de l'argent rentre à financer des projets liés à la télé. Donc, les rôles actuels au Fonds des médias, c'est comment trouver des façons d'accélérer
un peu un processus que moi, je pense que c'est déjà entamé. Je pense que le travail de monter... Le temps qui vous est imparti tire à sa fin. Voilà, c'est ça. Donc, juste dire qu'on travaille sur ça, mais je pense que vraiment en jouant avec ces petits points d'entrée qui sont vraiment importants de toucher, puis inciter ces joueurs-là dans le système à ouvrir et à accélérer ce changement-là. On va en reparler plus tard, on va revenir là-dessus. Je vais maintenant donner la parole à Yolande. Oh oui. Merci. Bonjour tout le monde. D'abord, vous dire que je suis vraiment très contente d'être là en famille ce vendredi après-midi. J'ai bien compris la question et j'ai compris aussi que vous avez passé la journée aussi à parler beaucoup des enjeux face aux barrières qui existent. Et c'est sûr que, je me permets d'être aussi comme ça, sans filtre, on pourrait vous faire un peu le bilan de toutes les mesures et des programmes et tout ça, puis on peut venir, puis je ne veux pas minimiser ça non plus, mais je pense que c'est important aussi de rappeler, pas juste dans quel contexte qu'on est, mais ce changement de paradigme qu'on voit dans la société est aussi vrai à l'intérieur de nos institutions. Donc, oui, la création de ces rôles font en sorte que on envoie un message qu'on doit, je vais parler pour Radio-Canada, qu'on doit être le reflet de la société et présentement, on ne l'est pas. Et il faut faire pas juste des efforts, il faut agir pour que ça se passe. Mais avant de rentrer dans du concret de comment le rôle se dit, mais dans le fond de tout ça, puis ça fait vraiment écho d'une discussion que j'avais avec Tamara juste avant. Mais on s'en est parlé beaucoup, Tamara. En fin de compte, c'est une question de partager le pouvoir. C'est pour ça que c'est difficile. Quand le gâteau, tu l'as eu à toi tout seul tout le temps, puis là, tu dois le partager, c'est plus difficile. Mais la réalité, c'est que va falloir partager maintenant. Et c'est ça, c'est ça mon rôle. Je veux dire, ça, c'est de voir et de dire au-delà des propos, comment faire en sorte à ce que les décideurs dans la programmation comprennent que là, il faut partager parce qu'on doit être le reflet et tout le monde, et on ne rend pas service. Tout le monde a le droit d'être vu, entendu et de représenter, surtout quand il s'agit du diffuseur public. Donc, je dirais que c'est ça l'intention. Dans les faits, comment ça se produit à Radio-Canada? Évidemment, on a les 7 secteurs. C'est un nouveau rôle. Je vais vous dire, j'aurais dû peut-être commencer par ça. C'est un nouveau rôle. Je suis en poste depuis le 7 juin 2000. On est en quoi? On est en 2022, l'année 2021. Je suis encore en 2003. Et c'est d'accompagner les secteurs, puis vous comprendrez que quand on est dans l'intention de l'inclusion, je n'ai pas rencontré une personne à Radio-Canada ou ailleurs, quand on dit « est-ce qu'on est prêt ?» Tout le monde est prêt. Tout le monde veut. Mais c'est dans le geste, c'est dans l'action, c'est dans c'est de faire tomber les barrières, c'est d'être capable d'être des identifier, mais c'est de les faire tomber, que peu importe quand Diego, Cathy ou moi seront plus en poste. C'est pas vrai. Tu as devancé le chronomètre. Ah, ça va vite. Alors, désolée. Je vais finir par comprendre. Mais, Yolande, je pense que je vais aussi rebondir sur beaucoup de choses que tu as dit. Puis, très contente d'être ici aussi, d'être ici avec vous aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on se retrouve entre famille. Là, on revoit des visages, puis ça fait du bien de se retrouver ensemble. Moi, j'ai envie de repartir sur ta métaphore de cette pointe de pizza ou ce gâteau-là qu'il faut qu'on apprenne à partager. T'sais. Il faut qu'on reconnaisse que la façon dont on a fabriqué la pizza, mais systémiquement, elle a été construite pour exclure d'une certaine façon aussi. T'sais. Cette pizza-là n'a jamais été construite à la base pour être partagée.
Puis aujourd'hui, ben, il faut qu'on apprenne à la reconstruire, cette pizza-là. Il faut qu'on apprenne à y remettre des ingrédients dans cette pizza et à la déconstruire, à même peut-être changer certains ingrédients, puis à se dire, ben, peut-être que ça prend plus de farine, là. Peut-être que c'est une pizza sans gluten, là, tu sais, je ne sais pas trop. Peut-être pas sans gluten. Peut-être pas sans gluten. OK, mais sans pepperoni, peut-être, tu sais. Mais c'est ces ingrédients-là qu'on doit transformer, qu'on doit remettre en question. C'est l'ordre dans lequel on fait les choses. Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui parce qu'on remet en question des années, des décennies, dans notre cas, 50 ans d'histoire de programmation, de financement, et qu'il faut re-questionner. Puis quand on parle de barrières, pour moi, la première chose, c'est de reconnaître qu'il y a des barrières, de voir cette pizza-là comme quelque chose qui a été construit et qui incarne des barrières systémiques. Et dans ce sens-là, de regarder à l'intérieur de nos propres programmes qui n'ont peut-être pas été remis en question en fond et comble et d'être capable d'identifier ces barrières-là. Tu sais. Je donne un exemple chez Téléfilm où, pendant très longtemps, beaucoup de créateurs des diversités critiquaient le fait qu'ils ne pouvaient pas déposer des films dans des langues diverses. C'était officiellement en français, en anglais ou dans des langues autochtones. Et bien sûr, on le sait, lorsque on vient de ces communautés, de ces diversités, bien, on est tenté de faire des films en japonais, en créole, en espagnol, etc. Et chez Téléfilm Canada, tu n'étais même pas éligible. Tu ne pouvais même pas déposer un film et être considéré ou être lu. Tu sais. Donc, ça, c'est un exemple qui semble plutôt banal là, lorsqu'on est entre nous ici, mais ça a pris toute une équipe légale, toute une réforme d'un système pour accepter finalement ces projets-là, pour qu'ils puissent être considérés. Tu sais. Donc, d'ouvrir cette porte-là, bien, c'est de reconnaître avant tout que la porte est barrée, puis d'être capable d'identifier ces cadenas-là, puis de les enlever. Tu sais. Puis c'est la même chose lorsque, par exemple, chez Téléfilm, on a un programme qui s'appelle Talent en vue, que vous connaissez peut-être très bien, où on a reconnu que bien, pour des créateurs des diversités, c'était peut-être pas aussi facile d'être soutenu par une université ou d'être soutenu par une institution dans sa candidature pour postuler à ce programme-là. Et donc, un des exemples où Téléfilm a mis en place le volet accès direct qu'on appelle, où si tu es un créateur issu d'un des groupes sous-représentés, bien, tu n'es plus obligé d'être sponsorisé ou d'être soutenu par une université ou une institution. Et donc, tu as un accès direct. T'sais. Donc, on ouvre cette porte-là, mais on l'ouvre encore plus grand en sachant que les groupes issus des groupes diversifiés bien, peuvent vivre des barrières à l'entrée. Mais non. C'était mon intro. Donc là, on va faire, en fait, on n'a pas fait les choses dans l'ordre, mais c'est très Merci. bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un feedback entre nous de chacun de vos propos. Est-ce que quelqu'un a envie de rebondir sur ce qu'une autre personne a dit? Parce que là, on a parlé effectivement de barrières qu'il fallait faire briser et du gâteau, effectivement, que l'on doit partager. Qu'on doit partager ensemble maintenant. On a parlé de programmes spécifiques qui ont été mis en place à Téléfilm pour justement pouvoir intégrer plus de personnes éligibles. Diego nous a parlé de manière très intime de son parcours personnel et je trouvais ça très fort justement de ce garçon qui arrive à Montréal à 21 ans et qui doit effectivement s'adapter par rapport à ça. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que par rapport à tout ça, vous, entre vous, est-ce que vous pouvez rebondir sur certains propos et vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ces propos-là? Peut-être spontanément comme ça, rebondir, si tu disais, Cathy, sur le fait que c'est pas nouveau. C'est comme, on a toujours été là, tu comprends? Le talent a toujours été là. Puis qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que c'est ça qu'on veut savoir aussi, est-ce qu'on se pose la question, est-ce qu'on vit un moment de changement réel? Moi, je pense qu'il y a des indicateurs qui nous amènent, qui c'est pas lié à les personnes devant vous, même dans la salle, parce qu'on a toujours été là, ou nos pères, on a toujours, le talent a toujours été là. C'est surtout lié, comme je disais tout à l'heure, au fait que, tu sais, la réalité, je parlais encore une fois pour Radio-Canada, la réalité démographique, elle est là. Je sais que certaines personnes souhaiteraient que ça soit autrement, mais c'est là. Nous sommes là. Le talent est présent avec l'expérience nécessaire. Là, c'est carrément une question pas d'acceptabilité, mais d'accès, excuse-moi. Et comment faire en sorte, est-ce qu'on, dans les faits, qu'on choisit, choisit nos batailles pour assurer l'accès, que ce soit concret sur nos ondes, parce qu'on voit et ce qu'on entend. Hugo, est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Oui, surtout
Et on peut revenir à la métaphore du gâteau. Et c'est facile à dire, OK, on va partager le gâteau, mais pourquoi les gens tiennent à ce gâteau-là? Et on parlait de ça aussi. Je pense que c'est important de savoir qu'on est dans un moment vraiment des crises existentielles dans les médias et dans la culture en général, je pense, et surtout au Québec. Et je pense qu'effectivement, il y a certaines personnes qui tiennent fort à ce gâteau-là, mais on est devant une enjeu global qui est vraiment la perte de notre public à d'autres médiums puis d'autres plateformes. Puis je pense qu'il y a une urgence. Je pense que, et corrige-moi si je me trompe, tu vois, les joueurs d'aujourd'hui, les télédiffuseurs, en général, puis les financeurs, les bailleurs de fonds ici doivent être conscients de ça. Si on n'agisse pas en modernisant, en vraiment en renouvellement, en donnant un renouveau de notre façon de faire, de nos histoires qu'on raconte, c'est un peu suicidaire. On va perdre nos jeunes, on va perdre, nous, les immigrants, on va perdre beaucoup. Et même on perd dans la valeur du français en tant que tel si on ne fait pas attention, parce qu'on est devant une menace énorme culturelle autour de nous, pas juste pour les Français, mais pour vraiment la diversité des voix culturelles, etc. du monde. Je pense que le français, c'est en fait un front qui nous permet aussi de jouer à ça, à nuancer un monde monolithique anglo-saxonne et une culture technologique très importante qui nous viennent à la porte. Là. Donc ce que j'entends là, c'est qu'effectivement, on a un jeu de pouvoir qui est mis en place, mais en fait, c'est un faux problème, puisque la réalité, c'est que si ce pouvoir-là n'est pas partagé, bah, c'est l'extinction de tout le monde, en fait. On fait plutôt partie de la solution. On fait plutôt partie de la solution que du problème. Exact. Bien, puisqu'on est parti sur une belle métaphore de gâteau puis de pizza, je vais continuer là-dessus parce que... Puis on va bien manger tout à j'espère qu'on va en avoir après. Quelle heure est-il? Mais parce que une chose qu'on constate aussi, c'est qu'une fois, tu sais, au CMF, vous avez des programmes dédiés aux personnes racisées. Nous, on a des programmes dédiés aux personnes noires et de couleur. Vous aussi, vous avez des programmes, tu sais, dédiés. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'à travers les années, ces groupes-là, en fait, ont été tellement exclus historiquement qu'ils ont arrêté de venir aussi. Puis, il y a une confiance à rebâtir parce que, puis je prends l'exemple des personnes autochtones, tu sais, de leur dire, venez appliquer au gouvernement fédéral, venez appliquer au gouvernement du Canada. Il y a une confiance qui s'est perdue à travers toutes ces années d'exclusion, de marginalisation, d'oppression, qu'il faut rebâtir lorsqu'on crée ces programmes-là et qui s'est perdu avec le temps. Tu sais, donc, c'est beau de dire, le gâteau est là, puis on veut le partager maintenant, mais ce qu'on constate de façon beaucoup plus concrète chez Téléfilm, c'est que souvent, le rendez-vous, on donne rendez-vous, mais il n'est pas là. Tu sais, les groupes ne postulent pas autant que ce qu'on souhaiterait, par exemple. T'sais, on veut augmenter les résultats, on veut augmenter la quantité de projets qu'on finance, mais pour qu'on puisse le faire, il faut aussi que ces projets-là puissent rentrer chez nous. On dépend beaucoup de la demande qu'on reçoit. Et donc, si on veut financer 15 films, mais il faut qu'on en reçoive, je ne sais pas, une vingtaine. Mais quand on reçoit 12, tu dis, mais c'est pas mal ça, là, tu sais. Fait qu'il y a comme une confiance à rebâtir, puis je pense qu'on doit reconnaître que comme institution publique fédérale, on a perdu cette confiance-là. Puis en la perdant, mais on doit la rebâtir aujourd'hui. Puis qu'est-ce que ça veut dire, rebâtir la confiance, rebâtir le lien? Bien, ça veut dire beaucoup de choses, mais on ne peut pas s'attendre à ce qu'automatiquement, parce qu'on crée des programmes, que miraculeusement, tout le monde revienne à la porte, tu sais. Et en même... OK. Bonjour. Vous m'écoutez? Oui, on ne fait que ça. Vas-y. Bonjour. Mon atelier n'était pas assez long, on m'a coupé moi aussi, donc je suis ici aujourd'hui. Non, c'est Magali Boutin de l'ONF. Enchantée, c'est un plaisir de vous écouter, de vous voir aujourd'hui. J'ai une question pour vous, puisque vos propos sont vraiment enrichissants, puis font vraiment appel, puis présentent la problématique auquel on fait face. Oui, il y a une perte de confiance devant les organisations, les institutions. Ça ne cogne plus à notre porte nécessairement. C'est vrai que les programmes sont là, existent. On a de la difficulté à combler, à vider les enveloppes. Mais qu'en est-il des efforts pour rejoindre les canaux, pour rejoindre les communautés? Quelles sont vos solutions pour changer et aller cogner aux bonnes portes? Puisque l'atelier nous a permis d'entendre où sont ces programmes-là. Puis on continue, on veut changer, vous êtes présents, présentes. Mais on continue à utiliser les mêmes plateformes. Comment voulez-vous changer pour aller rejoindre les talents émergents? Éric Mbois, je vais réagir sur ce que Cathy Wong disait justement.
lorsque les programmes sont ouverts et qu'il nous manque du monde pour pouvoir répondre, c'est qu'effectivement, en allant frapper à une porte et cette porte ne s'ouvre pas au bout d'un moment, la barrière, tu as une possibilité. Soit tu la défonces, c'est dans ton tempérament, tu as l'énergie pour la faire, ou alors tu la contournes pour toujours y aller, alors tu t'en retournes. Et là, c'est tout le monde qui perd, parce que c'est des talents qu'on ne doit pas, entre guillemets, exploiter pour bénéficier, avec ce que Diego disait, de se dire que la lutte, elle est tellement énorme qu'on ne peut pas se permettre d'en perdre. Il y a un problème démographique ici. On recherche de l'immigration. Il y a tout un tas de choses qu'on essaie de faire. Alors, lorsque ces talents viennent frapper et que ces barrières sont présentes, c'est assez compliqué de les récupérer. Par contre, il y a des choses qui ont existé et qui ont fonctionné. Et c'est là où nous, en tant que groupe, on doit pouvoir faire quelque chose. L'exemple d'Éric, de ce qu'il a réussi à réaliser, peut inspirer un autre en disant « Ok, quand j'ai frappé, ça n'a pas fonctionné, mais t'y es arrivé toi. Parlons-nous un petit peu plus. Tu as utilisé une méthode. La façon d'être, de faire, ont fonctionné. » Donc les petits échanges entre nous, entre guillemets, là, doivent nous permettre effectivement de savoir comment voir cette étape-là non plus comme une barrière, mais comme une opportunité. Comment elle n'est pas opaque et qu'elle peut nous permettre de voir ce qu'il y a de l'autre côté de bénéfique pour la collectivité en général. Donc c'est nous emmener à une plateforme d'échange constructive, constante, parce que des périodes de tombée de dossier, il faut attendre 6 mois, le découragement à un moment donné, tu dis, bon, je suis passé à autre chose, mais il faut que ça soit constant et se dire aussi qu'il y a plein de gens derrière nous qui vont poser des questions là maintenant, mais qui nous regardent et qui attendent aussi leur tour pour ne pas que demain, ça soit une barrière et que ça soit fermé à jamais, quoi. Donc voilà un petit peu ma contribution, les gars. Merci. Bonjour. Alors, ayant travaillé dans l'industrie, ce que j'ai vu comme problème, c'est qu'il y a beaucoup d'actions de diversité et inclusion, surtout depuis George Floyd. Mais la diversité et inclusion est vue plus comme une façon de ne pas perdre la face. Pour moi, j'aime beaucoup la représentativité parce que dans la représentativité, s'il y a un certain pourcentage de n'importe quel groupe ciblé, ce groupe-là doit se retrouver dans les diverses sphères de la société. Ce que je vois, c'est que, par exemple, il va y avoir des objectifs globaux de diversité et inclusion, par exemple 30%, mais on ne donnera pas de détails sur quel groupe amène aux 30%. Et dans ce manque de détails, on privilégie des gens qui veulent être privilégiés par des groupes qui sont déjà comme dans les hautes sphères de décision. Alors, ma question serait, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez? Si oui, comment est-ce que vous combattez ça? Est-ce que vous arrivez à trouver le détail par rapport au groupe concerné? Est-ce que vous arrivez à créer un système qui vous permet de voir, de vous assurer que dans le long terme, on arrive à cette représentativité, que ce soit en avant de l'écran, en arrière de l'écran, dans les sphères de décision, etc. Merci. Merci. Bonjour, Cyril Ekwala. J'ai une question pour vous trois. Je veux savoir concrètement, à l'intérieur, quel type de discussion vous avez à l'intérieur de vos institutions. Et en fin de compte, on s'est réunis ici, c'est le sommet Dynastie, mais je voudrais savoir aussi, à vos postes de responsabilité, vous êtes là aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes venu faire? Qu'est-ce que vous attendez de ce sommet? En quoi il peut vous aider, vous, dans vos missions? Merci. Oh my God, je fais... bonjour, Carla Beauvais. Donc, ma question est très simple. On parle de barrières dans les médias. Et je pense dans une des tables rondes, Vanessa Dessiné a parlé du prix à payer. Et depuis quelque temps, on voit certaines personnes qui sont mises dans des postes décisionnels
qui peuvent faire une différence, mais je pense qu'il y a un prix à payer. Fait que je voulais vous entendre parler au niveau de, tu sais, on vous en demande beaucoup en termes de changement, mais au niveau de l'impact pour vous à l'intérieur de ces boîtes-là, est-ce qu'il y a un prix à payer justement pour accepter ce genre de poste? Et comment vous naviguez à travers ça? Voilà. Merci. Bonsoir. Alors moi, le prix à payer, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais on n'en fera pas un sujet de discussion. Ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est la notion de diversité. Moi, je veux dire, ma réflexion, ça fait comme 20 ans que je regarde ces questions-là. Puis moi, je suis rendue au point qu'on parle de justice, Jedi, justice, diversité, inclusion. S'il n'y a pas de justice, puis on revient au gâteau, c'est-à-dire la justice distributive, il ne peut pas avoir d'inclusion, de diversité et d'équité. Alors moi, je pense que c'est un langage qui doit changer, parce que le mot diversité, ça a servi, on s'en est servi à toutes les sauces, à un point tel qu'il n'a plus de sens. Alors, je pense que le mot justice, ce serait un mot qui serait important d'être dans la démarche, parce que ce qu'on parle, c'est de justice sociale et de justice distributive, notamment. Et je pense que ce mouvement-là, qu'on appelle Jedi en anglais, je pense qu'il devrait imprégner les structures organisationnelles. Merci. Merci. Je vous remercie. Alors, c'est à votre tour pour donner. Merci. Juste pour mémoire, on a entendu le mot accessibilité, donc la difficulté justement à avoir accès à ces programmes. Lorsque pendant longtemps, justement, cette porte a été fermée, quelles sont les solutions qui ont été mises en place pour pouvoir rejoindre une population qui ne croit plus en fait aux médias mainstream de manière générale. On a parlé de pérennité. Comment faire pour que justement les solutions mises en place puissent être pérennes et que ne puissent pas changer au prochain gouvernement, par exemple, comme ça a été cité lors d'un autre colloque. On parle de justice. Je pense que c'est important qu'effectivement on puisse revenir sur ce terme, le terme d'équité. Voilà, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? On a 10 minutes pour faire 3 thèses. Donc, bon courage. Il a une petite marge. Waouh, on a 20 minutes. mais on pourrait faire une coupe d'heure. On a beaucoup. C'est de très bonnes questions en passant, non? Et commençons, je pense ça, on les lance comme ça, on va. Ça, dans toutes les questions, c'est ça, je n'étais pas sûre de la procédure. Là, vous êtes libre. Là, c'est une discussion libre. On est libre. On vous écoute et puis moi, je rebondirai de temps en temps sur quelque chose. Parfait. Désolée, je ne voulais pas t'interrompre, Thiago. Non. Tu réfléchis. C'est dur, on mijote ça. Mais on garde l'esprit de l'écoute active. Hein. Exact. Oui, OK. Je peux y aller comme toi. Vas-y. Ben, on ne sait plus, parce que moi, je suis habituée à l'Assemblée nationale. Comprenez, là? C'est comme tu prends la parole, tu prends le temps de glace. C'était comme un conseil municipal, là, avec les questions, là. Mais il y a plusieurs choses, mais on partage, justement. Je vais y aller avec l'effort. Je pense que c'est la question de Magali, l'effort qu'on doit faire. Radio-Canada, c'est 85 ans d'existence. Puis 80 ans, pendant plusieurs années, tout le monde vient vers toi. Tout le monde vient vers toi, puis tu choisis. Je suis très candide et je le pense profondément qu'on joue présentement notre pertinence. C'est peut-être vrai pour les autres institutions aussi, à partir du moment où les gens se voient plus et sont plus branchés sur nous, c'est le début de la fin. Donc, on doit changer et c'est un peu, je vais vous dire, je vais finir par répondre à une partie, un des défis des postes comme les nôtres, c'est d'assurer qu'on se reconnecte, qu'on soit branché sur ce qui se passe. Pas ce qu'on a toujours été, mais de ce qu'on est aujourd'hui. Là, je vous dis real talk. C'est vraiment ça, mais on n'a plus le temps de se parler gentiment, puis je comprends que les gens résistent parce qu'on joue notre réalité. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, au-delà de créer des postes, puis des événements, puis de parler de l'importance de ça, moi, je suis une personne qui croit vraiment en dire comment est-ce qu'on peut cibler certaines choses. Si je veux voir, par exemple, qu'on ait plus de producteurs racisés, qu'on nomme, qu'on veut plus de producteurs noirs à l'écran.
on le nomme. 2, combien? Comment les sous? Quel budget? Ça part de là. On est là-dedans. C'est concret. Et c'est pour ça que vous lisez, vous sentez qu'il y a une résistance à ça, parce que justement, on s'en va on est dans cette démarche-là. Et cette résistance, elle est à la fois à l'interne comme à l'externe, mais ce que je rappelle souvent à des personnes, c'est qu'on a souvent mis de l'avant ces initiatives pour la protection de la langue et de la parité homme-femme aussi. Fait qu'on est dans la même zone. Fait que moi, c'est pas compliqué, là. Moi, je reprends le même squelette, puis on va l'appliquer là, puis on va avoir, espérons, le même résultat. Je veux juste être sûr de bien comprendre. Ce que tu dis, c'est qu'en fait, le combat, par exemple, qui a été mis en place pour justement atteindre la parité homme-femme dans les médias, c'est vrai quelque chose qui devait nous inspirer pour justement amener plus d'équité dans les médias. Ailleurs, à un moment donné, il y a eu plusieurs phases là-dedans, mais je pense, entre autres, vers 2007-2010. À un moment donné, on a décidé, qu'on souhaitait une plus grande parité sur les conseils d'administration, sur les postes. Puis on l'a vu, ces changements-là, notamment dans plein d'institutions, incluant Radio-Canada. C'est pas parfait, les gens diront ça, mais ça a fonctionné. Ce que j'observe, ce que je constate, c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Alors pourquoi ne pas l'utiliser maintenant? Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on tente de faire avec les mesures. C'est pas accueilli avec le même enthousiasme. Mais j'essaie de répondre à la question. Là. Je n'avais plus de politique. La question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer de faire ça parce qu'on sait que c'est ce qui va donner des résultats, mais en même temps, je dis ça, mais je ne veux pas non plus laisser entendre que c'est une espèce de baguette magique parce qu'il faut aussi faire très attention au climat dans lequel on travaille aussi et ce que ça crée. Alors, c'est comme un double sens. J'arrête de parler, là, mais c'est un peu... J'aimerais rebondir sur ce que tu as mentionné sur la résistance au sein de nos organisations, puis amener à la question de Cyril sur c'est quoi nos attentes en étant ici. T'sais. Puis, au début, tu mentionnais, on choisit d'être à l'extérieur du système ou à l'intérieur du système, puis clairement, nous, ici, les trois, on a choisi d'être à l'intérieur du système. Mais l'importance d'être dans des événements comme celui-ci, c'est parce qu'on sait que les changements ne dépendent pas juste de nous à l'intérieur du système. T'sais. Il est possible parce qu'à l'extérieur du système, il y a du monde qui pousse, il y a du monde qui revendique, il y a du monde qui se mobilise, puis il y a du monde qui dénonce. Puis sans ces dénonciations-là, je pense que les choses ne bougeraient pas aussi rapidement à l'interne. T'sais. Puis moi, je sais que, puis moi, j'ai un passé militant, moi, je viens des mouvements militants où d'avoir traversé la clôture, parfois, là, peut être perçu comme étant un manque de loyauté ou comme étant on a passé l'autre bord de la clôture. Mais le message peut-être que j'ai envie de lancer, c'est de se dire on doit être des alliés dans cette bataille-là. Puis nous, à l'interne, on a besoin de vos voix, puis on a besoin de la mobilisation. Autant qu'on a choisi, puis le prix à payer, on s'en parlera tout à l'heure, là, mais je sais qu'on est plusieurs collègues ici qui travaillons dans des institutions publiques et qui avons fait ce choix-là. Mais il faut qu'on s'entraide aussi avec les groupes qui sont sur le terrain. Puis c'est comme ça qu'on va continuer à mener cette bataille-là. Puis une chose qui me vient en tête aussi, c'est, on a parlé tout à l'heure de cette perte de talent-là. Je pense que c'est Éric, t'en parlais tout à l'heure, comment est-ce qu'on récupère ces talents qu'on perd? Puis nous, on en voit chez Téléfilm des talents qu'on ne soutient pas et puis qui se découragent et tout ça. Et une chose qui fait partie de nos discussions, c'est le fait que la diversité, on est très concentré sur les talents émergents. Puis, dans les communautés, on sait qu'on n'est pas toutes des émergents. Là, il y a un paquet du monde, ça fait 20 ans qu'ils sont dans le milieu, ça fait 25 ans, puis ça fait 10 ans qu'ils cognent des portes qui se font refuser. Puis ce qu'on appelle les mid-career, là, les personnes qui connaissent le milieu, c'est juste qu'ils ont fait face à tellement de refus. Mais qu'est-ce qu'on fait pour eux aussi? Puis on a tendance à réduire tout le discours de la diversité à ceux qui sortent de l'université ou ceux qui sont émergents, puis ceux qui commencent. Puis c'est correct, des programmes de mentorat, des programmes de formation. C'est cute, c'est correct, c'est nécessaire.
nécessaire. Mais il ne faut pas oublier qu'il y en a là-dedans que ça fait 25 ans qu'ils attendent aussi, puis qu'il est temps aussi qu'on ne les oublie pas, puis que ce n'est pas juste de la formation que ça prend, puis du mentorat, ça prend des opportunités, ça prend du soutien. Fait qu'il y a aussi ça à garder en tête, je trouve, lorsque on refuse des gens. Ce n'est pas juste des jeunes étudiants pimpants qui sont à l'université. C'est du monde qui ont des enfants, qui ont une hypothèque, puis qui ont vraiment des responsabilités. Ça fait des années qu'ils se font refuser. Puis qu'est-ce qu'on fait pour eux? Puis moi, c'est ça qui vient me chercher profondément lorsqu'on développe des visions, des programmes. Et nous, chez Téléfilm, ben, on n'est pas juste dans la phase du financement de développement de projets et de production. On finance aussi l'international, on finance la coproduction, on finance la distribution. Et là aussi, on a des rôles à jouer dans s'assurer que lorsqu'on finance un film, mais qu'il puisse rayonner, puis que les personnes noires et de couleur aient aussi la même chance que des Xavier Dolan, d'aller à Cannes, d'aller à ces événements internationaux pour faire rayonner leurs films. Fait que ça dépasse juste, je te dirais, là, de propulser les premiers talents, mais ça va jusqu'à la distribution, ça va jusqu'à le rayonnement international, puis on doit être présent dans ces conversations-là. Puis je vais finir avec ça. Quelqu'un avait parlé de, souvent, bien, dans les groupes sous-représentés, il y a un groupe là, qui surpasse le tout. Là. Nous, ça a été le cas chez Téléfilm. Un de nos objectifs, c'était de dire qu'on voulait atteindre 30 et 50 de ressources humaines chez Téléfilm dans l'embauche et dans les promotions et dans les postes de cadre. Et lorsqu'on décortiquait nos données, on constatait qu'on est 73 de femmes chez Téléfilm. Fait que si tu prends juste les femmes, bien, on top tous nos objectifs. Là, mais après, tu regardes les personnes noires, tu regardes les personnes de couleur, tu regardes les autochtones, tu regardes les personnes avec un handicap, puis on est encore stationné. Là, on est encore en bas. Fait que comment est-ce qu'on prend nos données justement pour regarder les iniquités au sein même des groupes sous-représentés et reconnaître que parfois, bien, il y a des groupes qui, justement, je ne veux pas dire créer des visions, des illusions optiques, là, mais il faut qu'on soit capable de séparer ces données-là et surtout d'avoir un regard intersectionnel, de se dire, bien, les femmes, oui, on est à 73 mais what about les femmes noires? What about les femmes autochtones? Puis là-dedans, on voit que les chiffres sont encore extrêmement problématiques, puis il faut justement développer des réponses à ça. Puis actuellement, bien, c'est là-dedans qu'on est, mais c'est tout un défi de les regarder puis de se donner leur juste. Puis je vais finir avec ça, les conversations à l'interne, je pense qu'on pourrait en parler pendant très longtemps. J'ai 2 collègues, d'ailleurs, qui sont ici, qui pourront témoigner, Belinda puis Agère aussi, de Téléfilm. Le prix à payer, je pense, c'est ça aussi, c'est de faire face à ces conversations-là au quotidien. Puis parfois, je sais qu'on a besoin de se sortir de notre quotidien en disant « Ouf, on va se retrouver dans des safe spaces parce que là on n'est plus capable d'entendre des phrases... des phrases triggering à tous les jours. Là, on a notre lot. Mais en même temps, c'est le choix qu'on a fait aussi de rentrer dans le système puis d'être capable de militer de l'interne. Mais les conversations, ben, c'est ça. Ça fait partie du lot de notre travail. Puis je pense que de venir dans des espaces comme ici, ben, ça nous permet de reprendre de l'énergie puis de repartir sur le bon pied. Okay. Tu as dit plusieurs choses, mais il y a certaines choses dont je voudrais rebondir là-dessus. C'est le message que tu veux passer justement aussi ici, c'est que tu as besoin des gens qui œuvrent sur le terrain. C'est-à-dire qu'effectivement, vous, lorsque vous menez la lutte de l'intérieur, vous avez besoin que les gens soient réactifs et qu'on sente que vous ne soyez pas seul au combat, en fait, quoi. Donc, est-ce que, je donne un exemple très simple, c'est-à-dire que généralement, lorsqu'il y a un événement qui se passe, vous envoyez un sondage. Oui, je sais, je ne réponds pas toujours au sondage. Est-ce que ce geste banal, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous, pour justement après vous donner des armes pour pouvoir discuter auprès de vos collègues et vous dire, voyez ce qui se passe, voilà, il y a toute une population qui est là, qui aspire à quelque chose d'autre, et puis vous êtes complètement à côté de la plaque parce que vous ne les voyez pas. Est-ce que c'est exactement ça, parce que, je donne un exemple, cet été, on a fait tout un sondage sur l'authenticité des récits. Okay? Et puis où on a sondé notre industrie. Et nous, on voulait s'assurer que les groupes issus des groupes sous-représentés, puis surtout des personnes noires et de couleur, répondent à ce sondage-là, parce que c'était ces personnes-là qui étaient principalement concernées. Et à un moment donné, dans le processus, on réalisait que c'était pas mal déséquilibré. Là. On avait beaucoup d'associations majoritairement blanches, on avait beaucoup de ces groupes-là très organisés. Il nous manquait des voix autour de la table. Puis il a fallu que des employés se mettent à contacter certains groupes en leur disant « Assurez-vous de
répondre. On a donné des délais supplémentaires à certains groupes de personnes noires pour s'assurer d'avoir des réponses. Mais en effet, c'est un défi d'avoir cette participation. Puis ça revient encore au point de la confiance. Jusqu'à quel point est-ce que j'ai envie aussi de donner mon opinion à une institution qui m'a toujours exclue? Oui. Cette question-là est très légitime. Et puis, il faut créer aussi un espace de confiance. Puis nous, on a beaucoup remis en question notre questionnaire en se disant, bien, jusqu'à où est-ce qu'on partage les résultats? Jusqu'à où est-ce qu'on nomme aussi certaines des citations? Jusqu'à où est-ce qu'on personnalise certaines des réponses? Parce qu'on veut protéger aussi l'identité des personnes qui osent exprimer leurs opinions, sachant que ce n'est pas un safe space out there là, non plus. Fait que c'est toutes ces questions-là qui reviennent souvent. Là. Diego, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant de passer la parole à Yolande? Oui, beaucoup de choses. Je vais reprendre aussi la question de Cyril par rapport à qu'est-ce qu'on discute à l'interne. Je pense que c'est important pour vous de comprendre. Donc, le Fonds de médias, c'est le plus grand fonds de financement au Canada. Donc, c'est 360 quelques millions de dollars par année. Donc, c'est important. Non? Et donc, ça se parle beaucoup d'argent. Et donc, quand on a l'argent, c'est facile. Donc, quand on injecte, c'est ça le privilège, le luxe qu'on a eu en 2000-2001, c'est qu'on a une injection du fédéral. Donc, oui, génial. On a 20 millions de dollars, donc on peut créer un programme pour les personnes racisées et on est content, je pense, Eric, en général, sexiste. On agit très vite pour mettre ça en place. Donc, chaque fois qu'on amène quelque chose, c'est OK, d'où sort cet argent-là? Puis la question de forme structurelle, systémique, c'est pas nécessairement ajouter l'argent, parce qu'effectivement, le jour que le gouvernement va changer, qu'il y a autre chose, l'argent va disparaître. L'argent est transitoire. Tu vois, ça rentre, ça sort, on ne sait jamais qu'est-ce qui va passer. Les nerfs de la guerre, en fait, c'est changer les règles. Et c'est là qu'on trouve les difficultés à l'interne. Quand on veut changer les règles, pas les petites règles, les règles profondes, les fonds de médias, par exemple, c'est très formule. Tu coches certaines choses, puis tu réussis. C'est quasiment automatique. Tu coches, tu as check, 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 tu rentres. Quand tu changes cette équation, là, tu soulèves, tout le monde se met, réagit, et puis commence à se battre pour son gâteau. Puis des systèmes comme les nôtres, qui est très institutionnel, très bureaucratique, où les marchés sont là, mais en fait, les institutions ont beaucoup de puissance à prendre des décisions. Et ça fonctionne beaucoup par influencer le système des lobbies. J'avoue, tout de suite, je vous dis sincèrement pourquoi on est parti là, pour vous dire ça. Les systèmes réagissent quand il y a une pression de l'externe. Et puis ça fait longtemps de ça. Donc, par exemple, au Québec, il y a 300, on n'avait pas d'organisme, on n'avait pas Coalition de médias, on n'avait pas l'agence, on est là, on n'avait pas, Dynasty était là, mais bon, je pense que de plus en plus, cet espace-là provoque ça. OK, c'est pas assez juste d'aller envoyer ton subvention, on parlait de ça tantôt. Il faut passer à l'autre niveau. C'est qui les gens qui décident comment donner ces subventions-là? C'est qui les gens qui décident d'ajouter l'argent dans ces subventions-là? Avec quels critères? C'est là qu'on rentre un peu dans la bataille. Et c'est dans cette bataille-là où des gens comme nous, je parle pour moi, mais je suis certain que c'est là qu'on trouve des résistances. Et c'est là aussi qu'on paye notre prix un peu pour répondre à l'autre question. On est ouch. Quand on touche à quelque chose qui est un peu sacré dans ce système-là, c'est dans les règles, de comment on redistribue, parlant aussi de justice. Là, on touche à quelque chose parce que ces règles-là, souvent, changent très lentement et sont mises en place depuis longtemps pour fonctionner comme ils fonctionnent, pour privilégier certaines personnes comme ils privilégient actuellement. Donc, c'est ça qui est important. En liant ça donc avec la collaboration, la coopération, je pense encore là, on est là pour ça. Je pense que les organismes qui sont là, je parle souvent avec des gens qui sont ici, et des organismes, on vit dans un monde associatif, donc écrire une lettre par une personne, ce n'est pas si fort, mais si vous êtes un groupe, si vous êtes une coalition, si vous êtes une association, ça a du poids et ça influence le système, surtout dans un temps, j'avais entendu dans les panels précédents, on est un peu à la mode, et on espère que ça va être plus qu'une mode, mais la réalité, c'est ça, les mots-clés diversité est là, puis le gouvernement fédéral est sensible à ça. Il faut profiter de ça. C'est le moment où on ne peut pas prendre des décisions sans passer par une conscience de qui reçoit l'argent, comment, puis qu'il y a un effort supplémentaire pour être plus inclusif, plus équitable et plus divers. Et pour finir, je pense,
Je pense que dire qu'effectivement, je pense qu'on est rendu le moment où il faut se donner des cibles. C'est pas facile, c'est pas si facile, et parce que dans cette discussion-là, c'est donner aussi ça. Toi, parité homme-femme, c'était relativement, toi, la cible est un peu plus claire, et même si on peut en parler. Quand on parle des communautés sous-représentées comme les communautés autochtones, racisées, et on peut en sortir d'autres communautés, on rentre dans des discussions un peu plus abstraites. C'est quoi la zone de représentation? Parce qu'on parle souvent de la sous-représentation. Quand est-ce qu'on serait confortable d'être représenté? C'est une question que je dirais est même pas entamée encore. Et je pense que c'est pas juste les institutions, je pense que c'est tout le monde. On doit commencer à parler de ça sincèrement. Est-ce qu'on se donne des cibles? Est-ce qu'on se donne des quotas? Comment on arrive pour une zone où on serait, qui ne va jamais être parfait? On parle des arts. Donc, on ne veut pas dire on va chaque année avoir X nombre pur et dur d'une chose, mais où est notre zone de confort, avec une certaine marge d'erreur? Et c'est ça une discussion que les institutions ont à l'interne, mais on a besoin de vous pour nous communiquer vos sentiments aussi, pour faire pression sur le système, parce qu'on a besoin de vous pour faire notre propre pression, parce qu'on est... Même si on est des fois une équipe, on est solitaire parfois dans notre propre système. On est à contre-courant souvent, surtout comme je dis, quand on parle des règles et on les voit. C'est comme, ça c'est untouchable, et puis c'est là qu'on se bat, puis c'est là qu'on perd nos guerres. Donc on a besoin de vous pour nous aider à faire cette pression-là. Je vais revenir sur, Yolande, avant de te donner la parole, sur ce terme qui a été utilisé, diversité, qui est en fait, quelqu'un l'a mentionné, c'est devenu un terme fourre-tout en fait. Qui permet de mettre tout et n'importe quoi, et justement qui permet aussi de masquer les véritables inégalités. Et ça, c'est une question que je vous pose à vous trois. Est-ce que justement, dans vos rôles respectifs et dans vos positions respectives, est-ce que vous n'avez pas peur de faire valoir, c'est-à-dire une sorte d'alibi qui permet justement à l'institution de se déculpabiliser en disant, ben voyez, effectivement, j'ai des personnes issues des communautés sous-représentées qui s'occupent du volet des personnes sous-représentées. Est-ce que des fois vous avez ce sentiment-là, et si oui, comment vous faites pour justement passer au-dessus de ça et servir ce que vous considérez, de ce que j'entends comme une véritable mission, c'est-à-dire effectivement faire rentrer plus de personnes dans l'industrie? C'est une bataille au quotidien, à tous les jours. À chaque moment, à chaque instant, c'est une question pas que je me pose, mais c'est toujours là, parce qu'il n'y a personne qui a envie d'être instrumentalisé. Mais à un moment donné, quand on fait le choix, puis à tous les jours, on continue on choisit, tu sais, c'est de dire, est-ce que je peux, à partir de ce rôle-là, faire en sorte d'ouvrir la porte pour que d'autres aient accès. Moi, il y a des gens qui m'ont aidé. Moi, je n'étais pas du tout dans ce milieu-là avant. Mais j'ai pu avoir accès. Est-ce que je suis capable encore de contribuer à faire mieux? J'essaie de répondre très directement à cette question-là. Et pour ce faire, je reviens encore à la question de Cyril. C'est qu'il faut se tenir, justement, il faut s'aider. Est-ce que ça aide, de se voir, d'entendre, de partager, de continuer de comprendre la réalité du terrain? Parce que je veux vous dire que cette tentation de faire, surtout pour des institutions qui ont existé depuis longtemps, veulent bien paraître, tu sais, à tout prix. À un moment donné, là, puis je comprends, il n'y a personne qui veut mal paraître, mais il faut être capable de se dire les vraies affaires si on veut mieux avancer aussi. Donc, je pense que ça fait partie du prix à payer, c'est de se poser ces questions-là, mais pour moi, c'est toujours une question de dire à chaque fois que je vois quelqu'un en onde qui n'y était pas avant, à chaque fois que je vois quelqu'un rentrer ou quelqu'un monter, notamment suite à des gestes auxquels les gens de l'équipe ont contribué, je me dis, c'est une avancée, c'est une personne en l'emploi. Parce qu'un des enjeux, je pense qu'on a, c'est qu'on est souvent seul. Quand on fait le choix de le faire de l'intérieur, et je me dis, le grand changement va vraiment arriver quand on va être plus nombreux. Alors, je dirais que j'ai souvent été seule, et je dirais que d'en avoir plus, ça va faire toute la différence vers le changement qui va s'imposer, qui est en train de s'imposer actuellement. Est-ce que je réponds à la question?
Ketty. Je partage tellement ton point de vue parce que, puis tranche de vie, conversation interne à nouveau, là, je me souviens d'un moment où j'ai critiqué une décision qui avait été prise lors d'une rencontre exécutive et où un des commentaires qu'on m'a dit ensuite, c'était « Cathy, avant de sortir ce commentaire critique, tu aurais pu complimenter avant. » J'ai fait... Oui, oui. Puis là, j'ai dit, mais honnêtement, j'ai répondu, moi, je n'ai pas accepté ce poste pour être aimée. Et si je suis trop aimée, il y a un problème. Je suis ici pour brasser les choses, puis si je les brasse plus, c'est que je ne sers plus à rien. T'sais. Puis ça, pour moi, est un moment important parce que, en effet, on est là pour brasser les choses, puis il faut trouver cet équilibre toujours entre garder l'écoute de nos collègues qui doivent nous apprécier dans notre contribution et tout ça, mais en même temps, être capable de jouer ce rôle critique-là qui est fondamental, puis qui va chercher, tu sais, nous, on est des collègues qui sont là depuis 15 ans, et quand on critique leur système, bien, c'est eux qui l'ont mis en place, tu sais, fait que... C'est comme une attaque personnelle. C'est ça, tu sais, comme... Quand tu critiques, toi, un principe directeur dans un bout de papier, mais pour eux, ça vient de leur cerveau. Là, donc, il y a un niveau très personnel que nous, on a peut-être moins parce que ça fait 1 an, 2 ans qu'on est là. Mais un des trucs, puis ça m'a beaucoup fait penser à ça, Diego, tout à l'heure, quand tu parlais des chiffres, est-ce que la diversité, c'est une mode ou pas? Moi, il y a une phase où j'entendais beaucoup, on peut-tu arrêter de parler de diversité puis parler de cinéma? Comme si l'un allait contre l'autre, comme si parler de diversité, ce n'était plus de parler de cinéma, et comme si parler de cinéma n'incluait pas la diversité. Puis j'ai trouvé ça tellement troublant comme affirmation que ce que je me suis dit en bout de ligne, c'est que le travail qu'on fait, c'est aussi de démontrer, puis oui, le mot diversité est galvaudé à toutes les sauces, et puis on est tanné de l'entendre, même nous, on en fait des cauchemars de ce mot-là. Mais ce mot-là, bon, dans le sens où nous, ici, on l'entend, là, je pense que le but qu'on doit se donner, c'est d'associer les deux. T'sais, que diversité et cinéma, ce n'est pas 2 choses distinctes. C'est une chose qui est tellement collée ensemble et c'est ça qui en fait la richesse. Dernièrement, dans Le Devoir, puis j'en parle parce qu'on est vraiment entre nous, là, mais dernièrement, dans Le Devoir, on a sorti un article où, dans le titre, puis Téléfilm a été interviewé et où on disait « Plus de financement pour la diversité, moins de financement pour les francophones ». Et... Comme si, de un, il n'y avait pas de francophones, il n'y avait pas de diversité francophone, comme ça, on était complètement disjonctés, extraterrestres à cette réalité-là du marché francophone. Mais en plus, le discours, genre de... on a perdu le référendum à cause de l'ethnie puis l'argent, là, rewind, là, on est de retour dans ces discours-là. Cette résistance-là, malheureusement, je trouve, nourrit tellement aussi les discussions internes qu'on a chez Téléfilm. Puis je pense que s'il y a... oui, on a un prix à payer, nous, à l'interne, mais il y a aussi, moi, je lève mon chapeau à toutes les personnes qui sont dans les médias. Je l'ai fait, moi, porter ce flambeau-là. Je pense que Yolande aussi, faire de la chronique, se battre out there, genre répondre à toutes les critiques, recevoir des commentaires haineux. Ceux qui continuent à le faire, là, je veux dire, pour moi, c'est chapeau parce que je sais que moi, publiquement, on a donné, mais on continue à en faire. Mais ces voix-là sont tellement importantes parce que si on ne prend pas cette place-là, on la laisse à d'autres personnes qui recyclent des vieux discours et puis qui nous placent comme une menace. Puis cet article-là, qui a été publié la semaine dernière, est une pente glissante et est une menace à notre travail. Parce que qu'est-ce qu'on entend le matin quand on rentre au travail et qu'on rencontre nos collègues? C'est « ouais, on en finance trop de la diversité apparemment ». Puis on est comme, ben non, on va ressortir les chiffres, là, puis on va vous remontrer que c'est pas le cas, t'sais. Puis c'est le discours qu'on est menacé, nous, comme francophones, parce que vous, diversité qui n'a pas de langue, là, nécessairement, là, qui n'a pas de marché, nécessairement, vous êtes une menace à nous, t'sais. Donc, c'est là que les voix, justement, à l'externe, c'est là que le militantisme, c'est là que les personnes comme vous qui continuent à prendre la parole, on doit être des alliés là-dedans, t'sais. Puis donc, c'est ça. Je me disais, la diversité, le discours est difficile à maintenir aussi à l'interne, mais une chance qu'on ait des alliés à la fois à l'interne et à l'externe, puis il faut les nourrir, puis il faut nourrir ces relations-là. Oui, je trouve ça le fun. On parle du concept de diversité, puis on trouve notre sens profond. Et écoute, pour nous, par exemple, au début, je suis rentré en 2020, puis on a décidé effectivement de ne pas utiliser le mot diversité presque nulle part. Donc, on parle d'équité et inclusion. Aujourd'hui, on parle même de croissance et inclusion. Mais je pense qu'il ne faut pas, en tout cas, juste parenthèse pour ça, je pense qu'il ne faut pas négliger. Je pense que la diversité, c'est un point de départ seulement. Mais diversité sans équité et inclusion, ça vaut peu. Parce que la diversité va être là de toute manière. Et puis,
j'aime dire même pas la diversité, mais les diversités, parce que c'est en pluriel. Il y a différents types de diversité qui existent. Mais s'ils sont juste là, sont présents, on dit souvent, ils sont invités à la fête, mais ils ne dansent pas. C'est mort, c'est plate aussi la fête, non? Donc, je pense que c'est pour ça que moi, je tiens beaucoup, dans mon travail à l'institution, je travaille beaucoup sur l'équité. Moi, je pense que l'équité, pour moi, c'est le mot clé de tous les jours. Et ça revient un peu au point d'Éric Lafalaise, on avait deux Éric. De mesurer, de s'assurer qu'on fait une veille. Les chiffres sont juste une partie, mais je pense qu'il faut être à la veille des chiffres, mais à la fois de l'intégration, de l'inclusion profonde. Donc, est-ce que vraiment ces gens, c'est durable? Est-ce que ça reste? Est-ce que ces boîtes de production qu'on soutient restent, sont pérennes? Est-ce que Natif Télé peut rester à long terme dans le portrait? C'est ça à long terme. Donc, c'est un travail de longue haleine. C'est ça qu'il faut se dire. Puis, c'est souvent l'équité, cette lentille, c'est notre outil de travail, c'est regarder les choses, c'est poser toujours les questions. Est-ce que quelqu'un est exclu à ce moment-là? Puis, c'est évolutif. Peut-être une année, on va voir que, tiens, il y a un groupe qui commence à s'en sortir, mais on a plein d'autres groupes qui sont à côté, qui ne sont pas, ou dans l'intersection, qui ne sont pas mis en cause. Donc, je pense que c'est important à la fin, pour moi, sincèrement, les mots, nous, on utilise, mon titre dit chef principal, j'oublie, chef principal contenu diversité. Moi, je dis, écoute, c'est pas grave, c'est un mot parapluie que les gens, monsieur, madame, tout le monde comprennent. On parle dans la rue, dans le quotidien. J'accepte ça. Ma vision, c'est plus nuancé que ça, mais regarde. Je pense que la chose importante, ce n'est pas les mots, mais les actions. Est-ce qu'on est en train de faire la bonne chose? Est-ce qu'on a des programmes? Est-ce qu'on voit des résultats? Est-ce qu'on mesure nos résultats? Est-ce qu'on fait des rapports ouverts et transparents vis-à-vis les créateurs, créatrices, les associations et les groupes en général? Et moi, je pense que c'est ça le travail. Puis la dernière chose que je voulais mentionner, c'est, pour reprendre un peu ce que Cathy a dit, c'est que effectivement, on vit un temps où c'est important de se donner des objectifs. Et en parlant effectivement du français qui souvent est mis comme un opposé de la diversité, et on entend ça de différentes façons un peu partout ici. Moi, je pense qu'en même temps, il faut être un peu stratégique. Et là, je parle entre nous ici aussi, c'est que le Québec a réussi de mettre en première position de discussion au niveau politique la fameuse question du 40% financement pour les Français dans les médias. Et comment on est arrivé à ça? C'est en se mettant ensemble puis en parlant tous sur une voix, à répétition, sur un seul thème concret. Les associations, la AQPM, la ARRQ, tout le monde a parlé de la même chose et on réussit. Moi, je pense que nous, on peut faire pareil. On peut parler, si on se met d'accord, si on fait un peu plus de solidarité entre nous. Et là, je pense, même nous, à l'intérieur de l'institution, avec vous, à l'extérieur, avec les autres partenaires qu'on a autour, on pourrait arriver vraiment à des choses concrètes ici. Et c'est ça, je pense que c'est un peu la façon qu'il faut penser. Il faut jouer le jeu. Et on avait parlé ça dans le dernier panel. Puis le jeu, c'est comme ça. Ça se joue en faisant, OK, c'est quoi nos 2-3 priorités importantes ici? Puis on va tout le monde parler de la même chose. Puis on peut parler aux médias, on veut parler à la télé, on veut parler dans les radios, on va parler dans les panels. Puis on commence à pousser pour qu'il y ait des changements importants comme ça. J'entends des actes, j'entends des actions. C'est-à-dire qu'il faut justement qu'on puisse sortir des discours qui sont importants, qui sont bien posants, mais de passer dans l'action, passer des actes, poser des actions fortes pour que justement on puisse être entendu et qu'on puisse parler d'une seule et même voix. Quand on dit une seule et même voix, ça veut dire ceux qui sont à l'intérieur des institutions et tous ceux qui sont sur le terrain, qui militent d'une manière ou d'une autre pour que les choses puissent changer. Yolande, tu voulais rajouter quelque chose? La solidarité, c'est de comprendre qu'on est allé, c'est vraiment le nerf de la guerre. Puis moi, je reviens à l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire quand on voit qu'un scénario ou quelque chose qui a bien fonctionné, il faut peut-être la moderniser, mais pourquoi recommencer à zéro? Il y a regarder ailleurs, d'autres le font. On signe des lettres. On est capable de mobiliser des conférences de presse. On est capable de faire ça. Dans la mesure où on est aligné, je suis d'accord avec toi, Diego, sur un message, c'est comme ça qu'on réussit à faire avancer les choses. Mais c'est aussi de rappeler, encore une fois, oublions pas, là, parce qu'on reste dans le discours, oui, des programmes, puis des stages, puis j'y crois, puis on veut tout ça, mais on veut
s'assurer de bien s'attaquer au système. C'est pour ça que c'est concret. Pour nous, c'est... quand on parle de journalisme et la représentation, c'est pas juste ce qu'on voit, c'est aussi dans les angles de reportage, dans les choix de production qu'on va voir, dans la façon que nos histoires sont racontées. C'est de voir les candidatures à chaque fois qu'on fait des appels de candidature pour un emploi. C'est quoi la description? Est-ce qu'on est vraiment dans le champ de demande de compétences ou est-ce que c'est vraiment juste une façon d'encore une fois placer une autre barrière? C'est d'avoir le regard, la lentille d'inclusion, parce que je suis d'accord là, que diversité, moi je suis d'accord avec ça, là, que, même si c'est dans mon titre, mais quand je vous ai dit que je choisissais mes batailles, moi je dis, regarde là, celle-là, ça va être pour une autre fois. Je préfère mettre mes efforts pour l'instant, à voir justement dans le système, dans les candidats, de dire à des collègues, mais comment ça se fait? On est devant les entrevues, puis dans tous les candidats retenus, il n'y a pas quelqu'un, tout le monde se ressemble. Il y a un problème. Fait que c'est tout ça, il faut ramener, quand on parle du concret, c'est de nommer ces enjeux-là systémiques, puis de le faire ensemble, bien, on réalise. Puis je veux juste revenir sur une affaire sur les chiffres, puis je sais que le backlash est là, mais moi, je pense que c'est important d'être capable de voir les choses. C'est Éric qui posait la question. C'est d'être capable de voir les choses pour savoir où est-ce qu'on est. Parce que c'est vrai, tu as parlé pour Téléfilm, mais c'est vrai pour Radio-Canada aussi, quand on sort le gros chiffre, ça ne révèle pas forcément ce qui est là. Alors, c'est pas une question de vouloir, de mêler les trucs, là. C'est juste une question d'être capable de voir où est-ce qu'on est vraiment, de dire qu'on est inclusif sans avoir les données pour nous démontrer comment on le fait. Puis ça ne reste pas juste au niveau des objectifs d'embauche. Il faut regarder le qualitatif aussi. Il faut regarder tout ce qui est l'intégration dans les organisations, les promotions et dans toutes les sphères d'influence. Il y a deux choses qui m'interpellent, notamment la notion de données que je trouve très importante. Je voudrais juste partager une expérience personnelle qu'on a eue à l'époque avec Black on Black Film lorsqu'on discutait avec Radio-Canada, tu n'étais pas encore là à l'époque, à Radio-Canada justement sur la représentativité. Et chaque directeur des départements venait et nous racontait un peu, nous sortait ses statistiques. Oui, j'ai tant de personnes afro-descendantes à l'écran et tout ça et tout. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est qu'à un moment donné, on leur disait, oui, ok, d'accord, vous avez... c'était un chiffre global, les gens disaient, oui, j'ai 20%, j'ai 30%. Et ben, en questionnant ces chiffres-là, on se rendait compte que oui, j'ai 20%, mais combien de premiers rôles? Combien de second rôles? Combien de rôles auxquels on peut s'identifier en disant « Ah, c'est une histoire ». Parce que si à un moment donné, tu vois un serveur qui passe là-bas et qui les noie et tu dis « Ok, j'ai coché une case, j'ai la représentativité par rapport à ça », c'est juste pour parler un peu de l'importance de pouvoir analyser les données. Donc, je sais que Éric est un féru de données. Donc, voilà, une ressource intéressante. Je veux juste te dire, je ne vais pas t'interrompre, mais ça fait partie du problème qu'on vit présentement à l'intérieur de l'organisation. Je pense qu'on a passé de ça, là, on a identifié donc, que premier rôle, réalisateur, scénariste d'ici 2025. Mais même quand on fixe ces objectifs-là pour aller s'assurer que c'est dans les rôles principaux, si les décideurs sont encore dans un mode on coche des cases, on n'a pas plus avancé. Fait qu'il faut déconstruire tout ça, de voir ça. Comment... Non, tu racontes l'histoire pas pour me faire plaisir. Là. Tu ne fais pas ça pas pour me faire plaisir à l'équipe Diversité-Inclusion. C'est parce que c'est dans l'ADN de ce qu'est être de diffuseur public et c'est une question aussi de l'auditoire parce que c'est le contribuable qui paye tout ça. Puis il est en droit de se voir puis de s'entendre dans ce qu'on fait. Ça m'amène à une autre réflexion qui est justement l'authenticité du récit. Écoute, la sonnerie est revenue. Oui. Excuse-moi, je pensais qu'on était... Alors, si tu peux conclure pour nous, Éric, s'il vous plaît. Conclure.
Ah, c'est chouette, c'est moi qui ai la parole pour conclure. Non, mais là, ça, il mais conclut. on a beaucoup débattu sur plein de choses et ça fait pour moi référence à des discussions qu'on a eues justement avec la communauté autochtone. Et justement, je reviens au terme d'authenticité du récit. Lorsqu'on parle d'exemples de choses qui ont été mises en place et qui ont marché, en fait, justement, des protocoles qui ont été mis en place et qui ont été respectés et qui ont marché, on peut prendre exemple très clairement, selon moi, par rapport à ce qui a été fait pour les communautés autochtones qui se sont organisées entre elles, qui ont créé des médiums pour être diffusés, qui ont défini qu'est-ce que c'était un film autochtone. Et ça, c'est super important et je pense que c'est quelque chose qui peut nous inspirer pour les prochaines discussions.